Et bonjour, bonsoir à tous et à toutes, ici Monsieur Marié pour votre continuité pédagogique en première spécialité. Je vous avais promis du coup de terminer le programme et c'est chose faite du coup avec cette vidéo d'aujourd'hui qui du coup clôture la partie 4 et la dernière partie de l'année avec ce chapitre du coup numéro 3 qui s'intitule Modèle ondulatoire et particulaire de la matière. Il est possible du coup qu'en fonction des ouvrages que vous consultez, s'ils sont plus anciens que cette année, vous ayez du coup comme titre Modèle ondulatoire et corpusculaire de la matière. Il est possible aussi que je le dise. Cependant, maintenant, le terme officiel, c'est particulaire, donc du coup, n'hésitez pas à corriger à chaque fois que je ferai l'erreur. Moi, il faut que je me mette à jour par rapport à ce que j'ai appris. Vous, vous avez de la chance, vous apprenez directement par le terme particulière, donc du coup, qui est le dernier terme arrêté par le ministère actuellement. On y va, du coup, avec notre diaporama. Concernant le cours, vous mettez du coup chapitre 3, modèle ondulatoire et particulaire de la matière. Donc du coup, je vais vous détailler comment on qualifie, comment on caractérise, comment se représente la lumière en fonction d'un modèle qui est double, du coup, qui a une dualité entre l'ondulatoire, le fait que la lumière c'est une onde, et le modèle particulaire, donc le fait que la lumière c'est aussi une particule. On va voir qu'en fait ça peut être l'un ou l'autre, mais qu'en fait c'est plus vraisemblablement ni l'un ni l'autre. Voilà. On y va. Modèle ondulatoire de la lumière. On va commencer par l'ondulatoire et puis ensuite on fera le particulaire. Donc du coup, modèle ondulatoire de la lumière en grand 1 et grand A, onde électromagnétique. On va rappeler un peu ce qu'est une onde électromagnétique, vu que la lumière est une onde électromagnétique dans son modèle ondulatoire. Donc du coup, je vais vous rappeler un peu ce que c'est. Une onde électromagnétique, en gros, c'est une perturbation des propriétés à la fois électriques et magnétiques d'un milieu qui se propage. Ok ? Voilà, en gros, vous avez une perturbation qui se propage et qui, au moment où elle se propage quelque part, va perturber en fait les propriétés à la fois magnétiques et électriques. Du coup, c'est pour ça qu'il y a électromagnétique, de là où est la perturbation. Il faut savoir que ces perturbations, du coup, peuvent avoir différentes fréquences et différentes longueurs d'onde. Je vous rappelle que la longueur d'onde et la fréquence sont inversement proportionnelles par rapport à une donnée qui est plutôt constante en termes pour la lumière en tout cas, hein, qui est sa vitesse, ou plus précisément sa célérité, vu qu'il n'y a pas d'échange de matière, de transport de matière véhiculé par une onde électromagnétique. Donc du coup, en fait, que ce soit par longueur d'onde ou par fréquence, on peut classer les lumières, les radiations, les différentes lumières que vous pouvez avoir, sur ces deux axes, et vu qu'ils sont inversement proportionnels, l'un va aller en grandissant, tandis que l'autre, si on prend la même échelle, va aller en diminuant. Donc du coup, si je prends des grandes longueurs d'onde ou des petites fréquences, on va d'abord s'attaquer à tout ce qui est au-dessus du domaine, au-dessus en termes de fréquence, de longueur d'onde du domaine du visible. Et ce qu'il y a au-dessus du coup du domaine du visible, c'est ce qu'on appelle les infrarouges. Les infrarouges, du coup, vous connaissez bien, c'est ce qu'il y a au-dessus de 800 nanomètres. Donc du coup, c'est toute la gamme d'ondes qui sont au-delà du rouge, mais qu'on ne peut pas voir avec notre œil. Il faut savoir que plus loin, vous avez ce qu'on appelle les micro-ondes, et encore plus loin, vous avez les ondes radio, qu'on appelle aussi les ondes hertziennes, et qui correspondent un petit peu aux ondes que vous émettez quand vous faites une émission de radio. Voilà, donc toutes les stations de radio, par exemple, émettent grâce à des ondes radio, c'est ce que vous captez en fait dans votre voiture le matin avant d'arriver au lycée. Si on regarde par contre en dessous du domaine du visible en termes de longueur d'onde ou au-dessus du domaine du visible en termes de fréquence, on a ce qu'on appelle les ultraviolets. Donc c'est tout le domaine qui est au-delà du violet avec les UVC, UVB, UVA. Donc du coup qu'on a déjà vu dans des exercices, souvenez-vous. Et ces ultraviolets du coup correspondent par exemple aux radiations que vous ne souhaitez pas tout le temps obtenir quand vous allez bronzer. Bon, par exemple, les UVA et les UVB sont majoritairement arrêtés par la couche d'ozone, alors que les UVC passent majoritairement, donc c'est contre eux que vous mettez la crème solaire en gros, et aussi contre le peu d'UVB qui arrivent à passer, qui sont très causeurs de cancer de la peau. Au-delà de ça, du coup, vous avez des rayons qui sont encore plus énergétiques, qui sont encore plus pénétrants, qu'on appelle les rayons X. Autant que les ultraviolets sont absorbés par la peau et créent des mutations de manière cutanée, les rayons X, eux, vont traverser carrément votre organisme et vont être arrêtés seulement par votre squelette. Et c'est pour ça que les rayons X sont utilisés de manière systématique, je pense,
dans tout ce qui est radiographie, tout ce qui est du coup imagerie médicale, pour voir un petit peu si vous avez par exemple un os cassé, ou si vous voulez regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des os, bah, on va faire de l'imagerie par rayon X, qui va permettre du coup de voir à l'intérieur sans forcément ouvrir la personne. Voilà, donc du coup les rayons X que vous avez ici, et si on continue encore une fois dans le domaine de l'énergétique, si on va encore une fois dans des courtes longueurs d'onde, donc dans des très hautes fréquences, bah vous avez ce qui s'appelle les rayons gamma, et les rayons gamma c'est tout ce qui est émis par radioactivité, c'est des rayons qui sont très très pénétrants, et du coup c'est des rayons qui sont très très dangereux. Voilà, maintenant que ces ondes électromagnétiques sont présentées, que vous les connaissez, il y a une seule zone que je n'ai pas présentée, celle qui est entre environ 400 et 800 nanomètres, qui est le domaine du visible, mais celui-là vous le connaissez très bien, et ça s'apparente à peu près aussi à la même gamme, donc du coup de 4 à 8 environ, 10 puissance 14 Hz. Alors, grand B, la lumière. On appelle du coup lumière toutes les ondes électromagnétiques qui sont visibles par l'œil humain, ok? Donc du coup, n'est pas une lumière, quelque chose qui est infrarouge ou quelque chose qui est ultraviolet. Ok, on appelle ça des radiations en temps normal, mais le terme lumière, en fait, on va le restreindre dorénavant au domaine du visible, donc du 400 à 800 nanomètres. Elles appartiennent au domaine du visible, et ce domaine du visible est caractérisé par les domaines suivants. Donc soit on prend le domaine d'une longueur d'onde que je viens de vous citer encore une fois de 400 à 800 nanomètres, je vous rappelle que 400 est du côté violet, le 800 nanomètres est du côté rouge. Et pour nu, donc nu c'est la fréquence, de 4 à 8 fois 10 puissance 14 Hz du coup. On peut définir des domaines de longueur d'onde donnés généralement pour une propagation dans le vide, qui est le milieu pris comme référence, vu que c'est le milieu où il n'y a rien qui gêne, hein, et des domaines de fréquence pour les différentes couleurs du spectre de la lumière blanche. Donc du coup, pour différentes couleurs, on va pouvoir donner, par exemple, je sais pas, le rouge, on va dire que c'est 750 nanomètres, par exemple, mais pris dans le vide. Voilà. C'est du coup des constantes qu'on a fixées comme étant des constantes et qu'on va prendre comme référence. Grand C. Relation entre fréquence et longueur d'onde. Donc du coup, vous avez vu que la fréquence allait dans un sens, la longueur d'onde allait dans un sens, mais qu'il y a toujours une correspondance enfin, entre les deux. Une même onde, une même lumière ou une même radiation va pouvoir être caractérisée soit en longueur d'onde, soit en fréquence, et donc du coup, il doit y avoir un facteur, un coefficient pour passer de l'un à l'autre. Il faut savoir qu'une onde électromagnétique périodique, du coup, ou radiation, est caractérisée par sa période qu'on dit temporelle, grand T, ok, la période au bout de laquelle, le temps au bout duquel, la durée au bout de laquelle, du coup, l'onde arrive dans le même état, dans la même phase, vous vous souvenez, dans la même, comment dire, dans le même moment de la perturbation, dans la même perturbation. Et imaginez une aula autour d'un stade, par exemple, bah du coup, deux spectateurs qui sont dans le même état de phase, du coup, ce sont deux spectateurs qui sont soit levés les bras en l'air, soit assis en attendant, soit qui commencent à lever les bras, enfin, ils sont dans la même position et ils veulent faire la même chose au même moment. Voilà, c'est ça qu'on appelle en phase, ok ? Donc du coup, deux spectateurs, par exemple, qui sont en phase, ils sont du coup séparés soit par rien du tout, parce qu'ils sont à côté, soit s'il y a une deuxième aula qui s'est déclenchée en même temps, qu'il y a deux perturbations qui se déroulent en même temps, mais ils sont en imaginant qu'elles sont séparées du même... Voilà, qu'elles sont bien symétriques. Hein. Donc du coup, ils seraient séparés par une période T. Donc du coup, là, c'est pour la période temporelle, et vous avez aussi la période spatiale, qu'on appelle aussi longueur d'onde. En fait, c'est la distance au bout de laquelle vous avez une phase qui se répète, ok ? Donc la distance pour avoir le même état de phase pour la perturbation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la période spatiale. Donc du coup, vu que la période spatiale et la période temporelle sont reliées quelque part, parce que en fait, la période temporelle, c'est le temps qu'il faut pour aller d'un état de phase à ce même état de phase, et la longueur d'onde, en fait, c'est la longueur qui sépare ces deux états de phase identiques. Donc du coup, si on prend petit c comme étant la célérité de l'onde, la vitesse de l'onde, hein, entre guillemets, bah du coup, ça va être la distance qu'elle doit faire pour arriver entre deux états de phase identiques, divisé par le temps par laquelle qu'elle met pour s'y rendre, ok ? Donc du coup, vous avez petit c qui est égal à lambda, la longueur d'onde, ou la période spatiale, divisé par grand T, la période, soit la période temporelle, quoi. Mais vu que la fréquence, c'est 1 sur la période, bah vous pouvez dire, du coup, que la célérité, petit c, c'est lambda, la longueur d'onde, fois nu, la fréquence.
Donc du coup, vous avez en fait une relation qui lie C lambda et nu, où C, du coup, c'est lambda fois nu. Ce qui est cool aussi, c'est que du coup, vu que la vitesse de la lumière dans le vide, elle est constante, c'est 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, vous avez du coup une relation qui dit que nu, la fréquence de votre onde, fois lambda, la longueur d'onde de votre onde, le produit des deux est égal à une constante. C'est-à-dire que si vous baissez l'un, forcément l'autre va monter. Et c'est ce qu'on retrouve du coup dans les axes qu'on a mis tout à l'heure sur du coup, les domaines des différentes ondes électromagnétiques. Donc du coup, on va dire que, puisque la célérité de la lumière dans le vide est constante, nu et lambda, la longueur d'onde et la fréquence de votre onde, sont inversement proportionnels. Grand 2, modèle particulaire de la lumière. Donc maintenant qu'on a vu le modèle ondulatoire, on va faire le modèle particulaire. Et on va mettre grand A, quantum d'énergie. Alors quand vous lisez quantum d'énergie, ou quanta d'énergie au pluriel, ça vous fait penser à un mot qui s'appelle du coup quantité, quantifié. Et donc du coup, quand vous parlez beaucoup de physique ou de chimie, la plupart des personnes qui m'ont demandé pour le programme au début de l'année m'ont demandé s'il y aurait de la chimie quantique. Donc du coup, physique ou chimie quantique, qui vient de la même racine. Hein. Donc du coup, c'est vraiment ce qu'on va attaquer là. On va attaquer vraiment un petit peu les prémices de la mécanique quantique. Du coup, on va pas aller très très loin, de toute façon, on n'a pas le niveau pour ça. Mais du coup, on va un petit peu appréhender les débuts de la mécanique quantique, ainsi que les différents protagonistes qui ont rythmé sa progression lors de sa création. Et d'ailleurs, je vous ai mis trois des principaux scientifiques qui ont contribué du coup à l'essor de cette mécanique quantique, ou au contraire qui ont essayé de lutter contre. Mais bon, ça je reviendrai juste après. Le modèle ondulatoire du coup de la lumière ne permet pas d'expliquer toutes ses propriétés. En fait, la lumière, en tant qu'onde, on peut expliquer pas mal de choses, mais pas tout. Ce qui fait que à un moment dans l'histoire, on a réussi à mettre en valeur des propriétés de la lumière avec un autre modèle qu'on a appelé le modèle particulaire, où on a dit que la lumière était constituée de particules. Et ça marchait très très bien en fait pour tout ce qui était interprétation des spectres par exemple, ou l'interaction tout simplement de la lumière avec la matière. Avec le modèle particulaire, ça marchait plutôt bien, et donc du coup, on a commencé à adopter ce modèle en parallèle du modèle ondulatoire. Et quand on a vu qu'en fait on pouvait pas dissocier les deux, c'est comme ça qu'est née la dualité en fait onde-particule pour la lumière. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière en fait ne va pas échanger avec la matière n'importe quelle dose d'énergie. Quand la lumière va venir frapper un objet et le chauffer par exemple, ou lui donner de l'énergie, elle va le faire par paquet bien défini, qu'on va appeler du coup un quantum d'énergie. Ce quantum d'énergie, il est propre à chaque atome, vous le verrez juste après, mais en gros, une lumière ne peut pas venir donner une énergie variable, comment dire, elle va pas pouvoir donner n'importe quel montant, si vous voulez, d'énergie à une matière donnée. Ça va se faire qu'à des valeurs bien précises, il y en a beaucoup de ces valeurs, mais vous ne pourrez pas du coup donner... si par exemple, je sais pas, c'est comme si vous allez à un distributeur automatique, je sais pas, de bonbons, machin, si le truc il accepte pas des pièces en dessous de 10 centimes, ça sert à rien de lui donner 5, 2 ou 1. Voilà, la machine elle les reconnaîtra pas et elle va vous les rejeter en bas directement. Et l'atome c'est exactement pareil, vous pouvez pas lui filer en fait un quantum d'énergie qui n'est pas dans les montants acceptés par cet atome. C'est-à-dire que si vous mettez un truc qui ne correspond pas à ce qu'il a l'habitude, enfin ce qu'il peut accepter, du coup l'énergie ne sera pas prise. Elle sera directement évacuée. Voilà. Donc ça c'est vachement important et c'est un truc qui a quand même assez révolutionné le monde scientifique à l'époque et la compréhension de l'atome ainsi que de son comportement vis-à-vis de la lumière. Et ça du coup ça a été mis en relation par le premier homme du coup que j'ai mis sur la gauche, qui est un physicien allemand qui s'appelait Max Planck. Donc du coup Max Planck c'est quelqu'un qui a commencé à émettre cette hypothèse que les atomes en fait ils n'acceptaient de l'énergie que par quantum bien précis, et que du coup les quantas d'énergie que pouvait accepter un atome étaient bien précis, bien spécifiques, et ça
complètement ouvert du coup le champ à mécanique quantique dans lesquels vont s'engouffrer par exemple Einstein et Niels Bohr, qui sont les deux personnes du coup qui sont juste à droite, sachant que les deux personnes vont être en super contradiction. Autant que Einstein, vous avez beaucoup connu grâce à la célèbre relation E = mc2, autant Niels Bohr vous le connaissez un peu moins et pourtant il est tout aussi important parce que c'est quelqu'un qui s'est opposé dans l'histoire de manière assez frontale à Einstein, tout en ayant raison. Voilà, donc c'est quelqu'un qui... Einstein, c'était quand même quelqu'un qui était vachement important. Je veux dire que si Einstein vient et vous dit c'est ça, comment ça se passe ta matière, il faut être bien accroché pour dire non. Et Niels Bohr, lui, il a dit non, c'est pas comme ça que ça marche. Et d'ailleurs, on va avoir deux citations assez célèbres avec eux. C'est que, en fait, Einstein considérait la mécanique quantique, que défendent Niels Bohr et Max Planck, hein, comme étant des choses qui sont pas tout à fait exactes, où il manque en fait. Il disait à l'époque c'était une théorie prometteuse, c'est un modèle prometteur, mais qui est incomplet. Et d'ailleurs, il va dire juste après que Dieu en fait n'aime pas jouer avec des dés, que quand on veut créer quelque chose, on le fait pas de manière aléatoire. Et Niels Bohr va répondre très très savamment, enfin très intelligemment à cette remarque par on ne dit pas à Dieu ce qu'il faut faire. Mais bon, voilà, donc du coup, ces deux personnes qui sont affrontées, et pour le bien du coup de la science, ça fait évoluer pas mal de modèles. Bon, je m'égare un petit peu, on va revenir à notre cours, mais je trouvais ça important, en fait, de vous présenter des figures assez importantes de l'histoire scientifique, parce que bon, bah, on vous apprend des choses, des relations, mais Einstein, vous savez pas trop ce qu'il a fait, à quoi il s'est opposé, et vous savez pas Niels Bohr qui c'est. Je trouve ça un peu dommage, et donc du coup, je préférais prendre 5 minutes afin de vous l'expliquer. Donc grand B, le photon. Du coup, on avait dit que la lumière, en fait, ne pouvait pas être expliquée comme une onde électromagnétique pure, qu'il fallait du coup coupler ce modèle à un autre qui est celui de la particule. Et la particule, du coup, qu'on va utiliser pour représenter la lumière, ben, c'est une particule, du coup, qui n'a aucune masse et qu'on va appeler, du coup, un photon. Le photon, du coup, c'est la particule de la lumière. Si vous avez, du coup, une lumière qui est émise, c'est parce que des photons, en fait, vont partir d'un point A à un point B, et du coup être captés par la matière qui va recevoir, du coup, cette énergie. Sachant que les photons ne permettent pas d'expliquer tout le modèle de la lumière également. Et les photons, par exemple... En fait, voilà, vous pouvez pas expliquer toute la lumière avec les ondes, et toute la lumière avec des photons, et je vais vous donner une analogie très simple juste après. Dans le modèle particulier, du coup, une radiation qui a pour fréquence nue une longueur d'onde lambda correspond du coup à un ensemble de particules qui transportent une énergie E, ok, et ces particules de masse nue, on appelle ça du coup des photons. Les photons, du coup, transportent chacun une énergie E qu'on peut exprimer sous la forme suivante, c'est que E c'est égal à H fois nu, donc l'énergie en fait transportée par un photon, c'est égal à H, un coefficient, un multiplicateur, ok, un coefficient de proportionnalité, fois nu la fréquence. Donc en gros, plus la fréquence va être élevée et plus E va être élevé, donc du coup plus l'énergie transmise va être élevée. Ce qu'il faut savoir, c'est que petit h, c'est ce qu'on appelle la constante de Planck, c'est du coup résultant des travaux de Max Planck que je vous ai présenté juste avant, c'est lui du coup qui a mis en relation l'énergie transportée par un photon, par une lumière, en relation avec sa fréquence. Plus la fréquence est élevée, plus l'onde est énergétique. Et donc du coup, il y a un coefficient de proportionnalité entre les deux, et ce coefficient, du coup, c'est 6,63 fois 10 puissance moins 34 joules seconde. Et là, c'est très important, parce que c'est une constante, c'est une des constantes les plus importantes pour la physique en général. C'est vraiment une constante qui a permis d'avancer pas mal sur la compréhension de la matière et surtout de la lumière. Vu qu'on sait aussi que nu fois lambda, c'est égal à une constante qui est la célérité, bah nu, du coup, c'est égal à C sur lambda. Donc on peut dire aussi que l'énergie transmise par un photon, c'est égal à H, constante de Planck, fois C, célérité de la lumière, divisé par la longueur d'onde, donc du coup lambda. Ok. Je vous rappelle du coup que l'énergie du photon, ça s'exprime en joules, que la constante de Planck, du coup, c'est 63 10 puissance moins 34 joules seconde, pas joules par seconde, hein. Joules seconde, joules fois seconde. La fréquence toujours en Hertz, la célérité de la lumière dans le vide est toujours en mètres par seconde, 3,0010 puissance 8 mètres par seconde, et la longueur d'onde du coup est en mètres. Attention, on remarque quand même, le joule c'est l'unité officielle du système international. Malgré tout, on va trouver à chaque fois pour un photon des quantités d'énergie qui sont extrêmement basses. On va être de l'ordre de 10-19, 10-19, 10-18. Donc du coup, en fait, à chaque fois qu'on va avoir des valeurs en 10-19, 10-18, on va dire ouais, c'est pareil quoi, enfin...
Je veux dire qu'on ait 10.19 ou 10.18, que ce soit 9 ou 8 ou 7,8 fois 10.18, ça permet pas trop de se représenter. Donc du coup, on va changer d'unité, en fait, ici, pas de manière officielle, on va juste, pour se représenter plus facilement les grandeurs qu'on va manipuler, on va utiliser ce qu'on appelle l'électronvolt, ok, qui est une unité qu'on va utiliser juste pour ce domaine-là de la physique, enfin pour l'étude de l'énergie transportée par un photon, hein, ou des quantas qui sont acceptés par un atome. Et du coup, l'électronvolt, il y a une conversion qui existe, où un électronvolt c'est égal à 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Et là, avec ça, on va pouvoir du coup se représenter de manière beaucoup plus claire, en fait, si pour un atome, l'échange d'énergie est grand, petit, etc. Voilà, là, on va pouvoir vraiment travailler à se représenter les nombres. Je vous rappelle que le cerveau, il n'est pas fait pour appréhender beaucoup de petits nombres ensemble ou beaucoup de très grands nombres ensemble. Ça marche pas. Le cerveau, il n'est pas fait pour ça, ça ne se représente pas. Et grâce à ce changement d'unité, en fait, on va pouvoir mieux appréhender le phénomène. C'est, du coup, dualité onde-particule. On a vu, du coup, que la lumière peut être décrite par deux modèles. Un qui est ondulatoire, ok, où la lumière est une onde électromagnétique, et l'autre, en fait, où la lumière, du coup, est une particule. Bon, je vous rappelle que la lumière, par exemple, vous avez très bien vu ça, normalement, dans les expériences qu'on a fait en seconde. Quand vous prenez, par exemple, une lumière, je sais pas, une lampe à mercure, une lampe à sodium, etc., et que vous la mettez dans un prisme, vous voyez qu'il n'y a pas toutes les couleurs qui apparaissent. Et quand vous avez un spectre d'absorption, celui du soleil, par exemple, etc., vous n'avez pas, en fait, un spectre continu. Donc ça veut dire qu'il y a des particules, en fait, qui émettent à une certaine longueur d'onde, et des trucs, des particules qui vont absorber à certaines longueurs d'onde également. Donc on voit bien en fait que la lumière est arrêtée par la matière, là où une onde normalement ne l'est pas. Je vous rappelle que normalement le son, quand vous criez dans une pièce par exemple, vous pouvez entendre dans la pièce d'à côté, pourvu que le son soit assez fort. Vous avez du coup l'onde qui va être transmise malgré en fait le milieu matériel. Ce qui n'est pas forcément vrai, du coup, pour la lumière. Quand on ferme le volet, par exemple, pour moi ici, parce que je suis à contre-jour, pour qu'on puisse bien me voir, la lumière, elle passe pas. Donc du coup, quelque part, c'est comme si vous rentriez un solide dans un solide, ça peut pas passer parce que c'est une particule. Donc du coup, ça, c'est expliqué par le modèle particulier de la lumière. Par contre, si je prends par exemple un bowling, que je lance des boules du coup sur une piste, et que je mets un obstacle avec une fente, par exemple, je sais très bien que, selon comment je jette ma boule, je pourrais pas avoir toutes les quilles. Alors que pourtant, quand vous mettez une onde d'eau vers une fente, et que vous regardez après, en fait, l'onde, si vous voulez, qui avance du coup bien de manière linéaire avant la fente, après la fente va se disperser de manière sphérique. Et donc du coup, vous touchez en fait tout ce qu'il y a derrière. Et c'est vrai, regardez ici, mon volet par exemple a des petits trous qui constituent en fait les différentes lattes, et ces petits trous du coup vont éclairer toute la pièce. Alors que normalement ils devraient éclairer du coup que des petits morceaux de la pièce. Donc du coup ici la lumière ne peut pas être expliquée sous forme de particules mais sous forme d'ondes uniquement. Les deux modèles sont indissociables en fait, on ne peut pas dissocier les deux modèles parce que les deux vont marcher en même temps. Pas sous les mêmes applications, mais ils vont marcher en même temps pour la lumière. C'est pour ça qu'on va dire que ces deux modèles vont coexister, et on parle du coup de dualité onde-particule. Donc du coup, faut vous imaginer que le comportement de la lumière en fait va être expliqué par l'un ou l'autre, mais que du coup ils sont indissociables, et je vous ai mis une image qui est juste en dessous. Certains d'entre vous, du coup, sur cette image, vont voir un vase en noir. Certains d'entre vous, du coup, vont voir deux visages qui font face en blanc. Et pourtant, vous allez être incapable de dire si c'est l'un ou si c'est l'autre. Ce sont les deux à la fois. Vous ne pouvez pas considérer les deux. C'est un vase ou c'est un visage. Parce qu'au moment où vous avez regardé l'image, pour vous, vous êtes focus sur le noir ou sur le blanc. Donc pour vous, c'est un vase ou c'est un visage. Et quand vous avez pris en compte le deuxième modèle, selon ce modèle, oui, effectivement, c'est des visages. Ou effectivement c'est un vase. Mais du coup le dessin, vous pouvez pas dire c'est le dessin d'un vase. Vous pouvez pas dire c'est le dessin de deux visages. C'est le dessin en fait des deux à la fois.
En fait, la lumière, du coup, est à la fois une onde ou une particule. C'est expliqué par deux modèles qui n'ont rien à voir. Les visages et le vase n'ont rien à voir. Mais c'est indissociable, en fait. Dans la compréhension de ce qu'on a actuellement, les deux modèles sont indissociables. On ne peut pas les séparer parce qu'ils expliquent chacun, en fait, des particularités bien singulières de la lumière. Comme l'image qui est ici. Grand 3, interaction lumière-matière. On va finir là-dessus, du coup. La quantification d'énergie de l'atome en grand A. Je vous ai dit depuis tout à l'heure que du coup l'atome acceptait quelques doses d'énergie bien précises, qu'on appelle des quantas. Eh bien, l'énergie de l'atome est quantifiée. Ça, c'est une réalité. Maintenant, on les connaît bien. Chaque atome a ses niveaux à lui. On sait les calculer. Il y a une formule pour ça. On la verra pas cette année, par contre. Mais voilà, tout ça, on le connaît bien. Et du coup, toutes ces valeurs, en fait, on va les ranger sur ce qu'on appelle un diagramme d'énergie. On va du coup tracer un axe vertical avec les énergies qui montent, en fait, vers le haut. Hein. Et du coup, on va donner à ces quantas d'énergie des valeurs. On va appeler ça des niveaux, d'ailleurs. Et d'ailleurs, ces niveaux, il y a un minimum. Il y a un minimum, du coup, quand vous faites la formule et que vous mettez le plus petit entier n possible, du coup, c'est 1. 0 n'est pas possible. Hein. Donc le plus petit entier naturel, n, vous mettez 1. Et pour chaque atome, du coup, bah, vous avez ce 1 qui est un minimum, donc une énergie fondamentale qu'on appelle du coup fondamentale, qui correspond à la valeur la plus basse de l'énergie que peut prendre un atome. Si je fais un comparatif avec un élève, par exemple, un élève, quand il rentre dans la salle, il peut être plus ou moins calme. Et quand je lui crie dessus, par exemple, il peut être très très calme. Néanmoins, j'ai beau lui crier autant dessus que je veux, il y a un moment, je pourrais pas avoir un élève plus calme que ce qu'il est. En gros, un élève qui est super sage, qui dit rien de l'heure, et qui fait tout ce que je lui demande, il peut pas être plus calme que ça. Donc du coup, un atome, c'est pareil, il peut pas être moins énergétique que ça, il y a un minimum, et ce minimum, du coup, on appelle ça l'état fondamental. Par contre, comme un élève, il y a des moments où il peut se mettre à chahuter, à discuter, à faire un peu le pitre. Ben dans ces cas-là, on va dire que l'élève est excité, et on va dire exactement pareil pour l'atome, dès qu'il va prendre des quantas d'énergie, ou s'il prend un seul quantum d'énergie aussi, hein, il va passer du coup dans l'un des états qu'on appelle excité. Donc c'est les niveaux où vous avez ce n qui prend une valeur supérieure à 1, soit 2, 3, 4, 5, il y en a une infinité de ces niveaux. Hein. Donc du coup, en fait, tous ces niveaux-là s'appellent les niveaux excités. Et d'ailleurs, l'atome va pouvoir passer des niveaux, enfin du niveau fondamental au niveau excité ou inversement, ben, par soit émission ou absorption de photons. Par contre, ce qu'il faut bien savoir, et ça vous pouvez mettre en remarque, c'est que chaque atome a un diagramme d'énergie qui lui est propre. Chaque atome, du coup, a un diagramme qui lui correspond. Par exemple, si je prends celui-là, là, à moins 13,6, c'est quelque chose qui est très connu. Pour n égale 1, moins 13,6 électronvolts, c'est celui d'hydrogène. Il est très connu par tous les physiciens qui travaillent dessus. C'est le plus simple à appréhender. Moins 13,6, on sait que c'est l'hydrogène. Et après, selon que c'est l'hélium, lithium, etc., vous aurez des niveaux qui seront de plus en plus hauts parce que vous avez de plus en plus de particules dans le noyau et que les niveaux d'énergie du coup que peuvent prendre les électrons sont plus nombreux. En fait, les orbitales sont plus nombreuses. Voilà, tout simplement. B, absorption d'un photon. Donc là, je vous ai un petit peu dit que l'atome pouvait absorber ou émettre des photons pour passer d'un niveau d'énergie n égale 1 fondamental à des niveaux d'énergie plus hauts excités. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. En gros, et c'est là où la théorie en fait des quantas va prendre tout son sens, c'est que, en gros, imaginez que sur ces niveaux, bah, l'électron peut se fixer. En fait, c'est comme s'il passait d'une orbite à une autre, ok, d'une orbitale à une autre, pardon. Rien à voir avec les planètes. Hein. Donc, comme s'il passait d'une orbitale à une autre, mais du coup, il peut pas se situer entre deux orbitales, ok. Donc, il lui faut l'énergie pile poil pour passer d'une trajectoire à une autre, ok. Et ça, du coup, c'est un niveau d'énergie. On peut pas, du coup, fournir une énergie qui lui fait passer d'un demi-niveau. Ça n'a aucun sens, ok. Il peut aller du niveau 1 au niveau 2 ou au niveau 3, mais il n'y a pas de niveau 2,5. Enfin, c'est comme dans vos jeux vidéo, vous pouvez pas faire passer votre personnage au niveau 2,5, ça n'existe pas. Soit vous avez le niveau de passer niveau 2, soit vous restez niveau 1. Bah, c'est pareil pour un électron. Donc du coup, il faut savoir que le niveau 2, par exemple, d'un atome, bah, ça correspond à une certaine énergie que doit avoir l'électron, ok. Et le niveau 1 correspond à une autre énergie. Donc du coup, si on fait la différence de ces deux états, on a une différence d'énergie,
Et c'est l'énergie en fait qui nous reste, nous, à apporter à l'électron pour sauter du niveau 1 vers le niveau 2. Donc si on lui apporte exactement en fait la différence d'énergie du niveau final moins le niveau initial, bah vous pouvez le faire sauter d'un état à un autre. Donc de l'état fondamental à l'état excité numéro 1 par exemple. Donc du coup cette relation se traduit par E, ici, l'énergie que vous voulez du coup, le quanta que vous lui fournissez, bah il doit être égal du coup à l'état final, l'état d'arrivée, moins l'état initial. Donc en gros le niveau auquel vous voulez porter votre électron, moins le niveau auquel il se trouve déjà. Ça peut être entre niveau 5 et 6, ou entre niveau 4 et 6, ou niveau 2 et 38, enfin c'est ce que vous voulez. Hein. Et donc du coup, cet état final moins état initial, ça correspond lui aussi à l'énergie du photon que vous allez du coup envoyer se faire capter par l'électron. Sauf que l'énergie du photon, on l'a vu tout à l'heure, c'est égal à h fois nu. H fois la fréquence de l'onde. Vous voyez qu'on peut pas en fait parler de manière dissociée d'une particule ou d'une onde. Hein. Vous voyez l'énergie du photon, de la particule, c'est égal à h fois nu fréquence de l'onde. On peut pas dissocier. Et tout ça du coup hc fois divisé par lambda. Donc là, on vient de remettre en relation que la différence entre deux niveaux d'énergie d'un atome, bah, c'est égal à h, ok, la constante de Planck, fois la fréquence de la lumière qu'il faudrait lui apporter pour que l'électron passe d'un niveau 1 à un niveau suivant. Tout simplement. Donc du coup, lorsque l'atome absorbe un photon, ok, lorsque l'atome absorbe un photon, et plus précisément l'électron absorbe un photon, bah du coup, il va récupérer l'énergie de ce photon. Donc il va augmentant d'énergie. Donc du coup, si on traçait la trajectoire de cet électron dans le diagramme d'énergie, bah, il passerait d'un niveau fondamental ou excité vers un niveau plus élevé. Et donc on mettrait une flèche qui correspond à la flèche jaune, par exemple ici. Là c'est une flèche jaune, je sais pas pourquoi on l'a fait en jaune, c'est un truc que j'ai chopé sur internet. Donc du coup on passe du niveau n égale 2 vers le niveau n égale 6 parce que je lui ai fourni exactement l'énergie qui est entre 2 et 6. Voilà, tout simplement. Donc du coup j'ai représenté cette transition d'énergie, cette transition du niveau 2 vers le niveau 6, par une flèche verticale ascendante qui relie les deux niveaux concernés, le niveau de départ et le niveau d'arrivée. Du coup, c'est exactement la même chose qui se passe lorsque vous émettez le photon à la place de l'absorber. Grand C. Du coup, quand un atome qui a été excité déjà au préalable, soit par une décharge électrique, un échauffement, absorption d'une lumière, etc., bah, il va restituer l'énergie, en fait, bah, parce que tout élève qui commence à s'exciter un petit peu en cours, il finit par se calmer au bout d'un moment. Je veux dire, il y a bien un moment où il va soit se faire arrêter par un prof, soit changer d'heure de classe et tomber sur un prof plus sévère, soit il y a un collègue qui va lui dire « Oh Coco, c'est bon quoi », soit il va arriver chez lui, ses parents vont le calmer, ou au pire, au bout d'un moment, il sera fatigué, il va bien falloir qu'il dorme. Au bout d'un moment, n'importe quelle chose qui est dans un état excité va finir par se calmer et revenir à son état fondamental, à son niveau d'énergie le plus bas, ok ? Et donc du coup, il y a plusieurs chemins qui existent, soit il va redescendre d'un coup, en fait, vers le niveau le plus bas, ou alors il va y aller progressivement, ou alors, voilà. En fait, il n'y a pas de chemin préétabli, vous avez plusieurs chemins de retour possibles, comme vous avez plusieurs chemins pour arriver de 2 à 6, hein, où vous aurez pu vous arrêter à 4, et puis refaire ensuite de 4 à 6. Bah c'est pareil pour se calmer, en fait, voilà. Donc la désexcitation se fait de la même façon, là c'est le terme officiel, hein. Donc du coup, quand vous avez, en fait, émission d'un photon, vous allez du coup restituer l'énergie pour repasser sur l'état fondamental. Ce qui est préconisé, hein, d'ailleurs, chez l'atome, la nature aime bien tout ce qui est le plus bas possible en énergie. Donc du coup, cette transition énergétique, d'un niveau excité vers un niveau plus bas, ou vers le niveau fondamental, ben en fait, cette transition énergétique peut être modélisée par une flèche qui est cette fois-ci verticale, mais descendante, et qui va relier, encore une fois, les deux niveaux d'énergie considérés. Donc soit on passe du niveau 6 à niveau 5 et on met une flèche entre 6 et 5, soit on passe de 6 à 2 directement et on met la flèche qui est ici en violet. Ok ? Si par exemple vous avez fait entre 6 et 5, vous mettez une petite flèche entre 6 et 5, et après ben, ça peut être une flèche qui va de 5 à 2 directement, et c'est la flèche qui est du coup en bleu. Voilà, vous avez une infinité en fait, enfin pas une infinité, mais vous avez toutes les possibilités qui existent, tant que vous arrivez sur un niveau qui est quantifié, en partant d'un niveau qui est quantifié. Voilà, c'est tout ce qu'on vous demande. Du coup, on peut interpréter ainsi des spectres d'absorption et d'émission lorsque vous avez par exemple absorption d'un photon par une entité chimique, ben en fait l'énergie, enfin la lumière que vous avez émise, si c'est une lumière blanche, un spectre continu, eh bien la lumière qui va arriver
à votre œil, en sachant que vous avez mis l'entité chimique qui absorbe entre vous et la source de lumière, bah vous allez avoir tout le spectre continu, moins les quantas d'énergie du coup que à accepter d'absorber l'atome en question qui est entre vous et la source de lumière. En clair, quand vous mettez par exemple, je sais pas, vous mettez par exemple entre vous et la source de lumière une entité chimique qui absorbe, je sais pas, une raie dans le rouge, une raie dans le bleu, bah vous allez avoir tout le spectre continu, tout l'arc-en-ciel en gros, entre guillemets, hein, moins la raie du rouge et la raie du bleu. Voilà, vous allez avoir deux bandes noires qui vont apparaître et qui correspondent un petit peu, enfin qui correspondent totalement à ce que l'atome sur le chemin a absorbé. C'est assez important parce que ça nous permet du coup de déterminer la composition chimique d'objets célestes très éloignés. Quand vous êtes sur Wikipédia et que vous dites par exemple sur Vénus il y a quoi, ou sur le Soleil il y a quoi, bah on étudie le spectre du coup qu'on reçoit de cette planète, de cet astre solaire ou planétaire, hein, et quand on regarde les raies qui manquent, bah on se dit ah bah tiens le Soleil il ne transmet pas les raies d'hydrogène. Ça veut dire qu'entre le moment où ça a été formé, le photon, et entre le moment où il nous est arrivé, on l'a recueilli, ben, tous ceux qui correspondaient au quanta d'énergie, par exemple, de la raie rouge, machin, etc., de l'hydrogène, se sont tous fait capter, se sont tous fait absorber sur le chemin. Donc du coup, on peut savoir que entre le Soleil et nous, il n'y a que du vide. Donc du coup, dans l'atmosphère du Soleil, c'est pas atmosphère qu'on dit, la chromosphère, mais dans l'atmosphère du coup du Soleil, on sait qu'il y a de l'hydrogène. Voilà, c'est comme ça en fait, c'est pour ça que c'est super important de l'étudier. Ça permet d'avoir pas mal d'applications derrière et c'est super important pour étudier tout objet qui est éloigné sans se rendre directement dessus. Je vous rappelle qu'on n'est pas allé plus loin que la Lune pour l'instant, hein, niveau spatial. Humainement parlant. L'émission d'un photon, du coup, à l'inverse, se traduit par une raie colorée sur le spectre d'émission de l'atome. Quand vous prenez un atome, en fait, et que vous lui inculquez de l'énergie, bah du coup, il va restituer que quelques longueurs d'onde, et donc, du coup, bah, ça donne le premier spectre que j'ai ici en image. Ça donne du coup des raies bien précises qui correspondent à toutes les transitions énergétiques. J'en prends 5 par exemple, bah, ça correspond de 5 à 4, de 5 à 3, de 5 à 2, de 5 à 1, et de 4 à 1, de 4 à 2, de 4 à 3, de 3 à 2, de 3 à 1, et de 2 à 1. Voilà, toutes les raies que vous avez ici se retrouvent du coup sur le spectre d'émission. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup en fait. Par contre, ce qui est assez cool à savoir, c'est que un spectre d'absorption, du coup, bah, c'est les mêmes niveaux que pour le spectre d'émission. Les niveaux de l'atome ne changent pas. Donc du coup, quand vous voulez monter ou quand vous voulez descendre, c'est les mêmes quantas d'énergie. C'est les mêmes paquets d'énergie, c'est les mêmes différentiels. Donc du coup, tout ce que vous émettez, c'est aussi tout ce que vous absorbez. C'est pour ça que du coup, quand vous superposez un spectre d'émission et d'absorption, en fait, vu que les raies colorées du spectre d'émission correspondent aux raies noires du spectre d'absorption, bah ça correspond en fait à la même chose, et quand vous mettez les deux en superposé, vous réobtenez du coup au spectre continu. Vous obtenez normalement l'arc-en-ciel au total. Voilà. On dit du coup que les spectres d'émission et d'absorption d'un même atome sont complémentaires. Voilà, c'était un peu long, c'était un peu dur, parce que bon, bah, c'est quelque chose de nouveau un peu pour vous dans tout ce qui est niveau d'énergie de l'atome. On reverra ça l'année prochaine en spécialité. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Ceux qui veulent des exos, n'hésitez pas à les demander aussi. Je vais pas donner des exos en sachant très bien que la plupart des gens ne le feront pas. Donc du coup, demandez-moi si vous êtes intéressé. Je vous les transmettrai du coup par message privé. Et à ce moment-là, bah, vous me les rendrez et je vous les corrigerai de manière personnalisée. Ce sera beaucoup plus comment dire, beaucoup plus pertinent pour vous comme pour moi. Je vous remercie du coup de m'avoir suivi. Je vous souhaite du coup de bonnes vacances parce qu'on a terminé du coup le programme et que ben, à part ceux que je vois la semaine prochaine au lycée pour faire des annales, faire des sujets pardon d'examen de fin de première, bah, on se reverra pas et du coup bah, n'oubliez pas de travailler votre physique-chimie avant de revenir en terminale, hein. Je sais qu'il y en a parmi vous qui ont fait 2 mois de confinement sans physique-chimie. Si vous faites encore 2 mois de vacances sans physique-chimie, ça fait 4 mois sans physique, plus le mois entre les deux, ça fait 5 mois. N'espérez pas venir en terminale avec le niveau requis du coup, et le bon état d'esprit pour recommencer du coup à travailler normalement. Je vous encourage vraiment à lire, à revoir les vidéos, à refaire les exos, et à poser des questions surtout si vous avez des questions. Sachez que je ne serai pas déconnecté du coup pendant l'été. Voilà. Je vous remercie du coup à tous de m'avoir suivi, et puis du coup je vous souhaite à tous de bonnes vacances et un bon travail. Au revoir.